troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Ahmed Bargaoui, directeur du Centre de recherche des études du monde arabe, Hamid Bouchiki, professeur à l'ESSEC, et de notre éditorialiste Jemal Taleb. Et tout de suite dans l'actualité économique, en Algérie, la loi de finances 2017 a été publiée au journal officiel. Un texte qui vient officiellement acter le tournant de la rigueur. La loi prévoit notamment une hausse généralisée des taxes. La mesure doit permettre de compenser la baisse des recettes pétrolières. Siamo Victoria Sidji. L'Algérie a décidé d'augmenter les taxes sur la valeur ajoutée, le foncier, l'immobilier, la taxe intérieure de consommation qui s'applique à des produits comme le tabac, l'alcool, la banane et les véhicules de grande cylindrée. L'objectif de cette mesure est de compenser la baisse des recettes pétrolières qui constituent 95% des recettes d'exportation. Depuis 3 ans, l'Algérie supporte difficilement la baisse des cours de l'or noir qui ont accéléré le recul des réserves de change à 179 milliards de dollars en 2014 et 143 milliards de dollars en décembre 2015. Je suis dubitatif sur l'effet immédiat expansionniste de ces mesures. Elles ne remplaceront pas le manque à gagner pétrolier puisque c'est des rentes qu'on ne peut pas remplacer par l'activité humaine. De faire très attention à des mesures qui vont remplir temporairement les caisses de l'État, mais qui, en ce faisant, sont en train d'arrêter la machine économique de création de richesse nationale. Mais d'un autre côté, les taxes sur la consommation, eh bien, ces taxes-là sont absolument anti-expansion économique, puisque ça va affecter les moyens revenus et même les bas revenus, qui sont le moteur de l'expansion économique par la consommation. Le gouvernement avait pourtant fait recours à des emprunts obligataires de plus de 5,1 milliards de dollars et une méthode de gel concerté de la production pétrolière à 32,5 millions de barils de pétrole par jour qui avait quand même fait bondir le pétrole de 8% pour atteindre la barre des 50 dollars. Mais en 2016, le déficit commercial de l'Algérie a atteint 17,2 milliards de dollars. Arithmétiquement, on se dit, bon, on va lever des fonds, mais encore faut-il que ces fonds levés soient durables, c'est-à-dire qu'on puisse compter là-dessus année après année. Or, on ne peut compter là-dessus que si le peuple algérien et l'économie algérienne continuent à créer de la richesse. Autant équilibrer le budget de l'État sans recourir à des dettes comme cela a été le cas pour l'Algérie. Attention, ne tombez pas dans le piège qui consiste à recevoir de l'argent qui ne va pas créer de l'emploi plus tard. Le budget 2017 de l'Algérie prévoit des recettes globales de 51 milliards de dollars et une maîtrise des dépenses. Le pays réserve 14,3 milliards de dollars aux transferts sociaux qui comprennent notamment les subventions aux produits de base ainsi que les aides au logement et à la santé. Pour 2017, le gouvernement algérien table sur une croissance économique de 3,9%. Jemal, la hausse généralisée des taxes, c'est aujourd'hui la seule solution pour l'Algérie ? Je ne sais pas si c'est la bonne solution. Je crois que l'Algérie paye toutes ces 20-30 dernières années, peut-être un peu au-delà, de choix compliqués. Voilà un pays qui a une position géographique intéressante. Et un positionnement sur le continent africain, c'est la carte et dans sa proximité avec l'Occident qui sont absolument viables. Qui a une économie qui aurait pu être diversifiée parce que le pays regorge de richesses absolument insolentes. Il a une classe moyenne historiquement de bonne qualité, les cadres bien formés, de bon niveau. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. La vie politique est sclérosée, les choix économiques n'ont pas été très très bons et l'Algérie malheureusement en paye le prix. Elle a certes connu une guerre civile difficile, ce qui fait un bémol et qui lui donne une certaine constance atteignante, mais les choix au-delà de ça et en dehors de ça n'ont pas toujours été très très bons. Et pour pallier à tout ça, l'Algérie a connu certes une décennie d'augmentation importante des hydrocarbures. Elle a dilapidé, gaspillé 250 milliards de dollars de réserves dans les banques étrangères qui ont été dépensées, j'ai envie de dire dilapidées pour acheter la paix sociale. L'Algérie en paye le prix. Et évidemment, aujourd'hui, elle a des caisses qui sont plus très remplies comme avant. Elles ne sont pas vides, c'est pas vrai, mais elles ne sont plus remplies comme avant. Et donc, il va falloir trouver les moyens de les remplir. Et les moyens de les remplir, vous n'avez pas 10 000 choses. Vous augmentez vos dépenses ou vous augmentez vos recettes. Il faut trouver d'une manière ou d'une autre. Il faut consommer moins ou alors il faut taxer la population. L'Algérie, en fait, ne taxe pas la population. L'Algérie fait un retour en arrière par rapport aux cadeaux qui ont été faits ces 10 dernières années, ces 15 dernières années. Et donc, elle en paye le prix, hélas. Pourtant,
Il n'y a pas de raison que ce soit comme ça. L'Algérie est capable de vivre dans des conditions absolument viables et extraordinaires sans hydrocarbures. Et l'un de mes amis, qui est un ancien gouverneur de la Banque centrale d'Algérie, me disait toujours nous payons le prix du pétrole. Le pétrole est maudit, nous apprend à être paresseux et nous apprend à être des assistés. En fait, c'est tout le drame. Les économies qui vivent de la rente sont des économies qui ont trouvé une richesse par hasard, qui n'ont fait aucun effort. Le hasard les a dotés d'une richesse. Le problème, c'est que cette richesse vous apprend à être paresseux, quand bien même vous serez vous-même pas des gens paresseux, parce que les Algériens sont tous sauf des gens paresseux. Ouais. Et pourtant, le pétrole corrompt, et le pétrole a hélas corrompu la classe politique algérienne et l'économie algérienne. Oui, Ami de Abouchiki. Dans ce tableau, il y a peut-être une source d'espoir. Moi, je suis un peu exposé à quelques acteurs du secteur privé algérien. Ouais. Je vois qu'il y a un secteur privé, alors il est émergent, il n'a pas encore atteint la maturité nécessaire. On n'en parle pas beaucoup. Quand on parle d'Algérie, on pense tout de suite, et on parle tout de suite pétrole, économie non diversifiée, rente, etc. Il y a aujourd'hui un secteur privé, il y a des entrepreneurs algériens qui commencent à faire des choses, qui bougent, qui sont dynamiques. Il leur faudra peut-être encore une petite décennie pour devenir des acteurs majeurs et contributeurs à la création de richesses dans le pays. Mais quand on parle d'Algérie, il ne faut pas les oublier. Ils sont là. Oui, j'ai mal. Non, vous avez raison, ils existent, ils sont particulièrement balbutiants et faibles. Mais ce dont souffre l'Algérie, c'est même pas ça. Ce sont des choix politiques qui ne sont pas faits. Quand vous avez un code d'investissement, des droits de sûreté qui sont très peu favorables aux investissements, ce qui frappe dans ce pays qui est un bijou, pardon, qu'on soit clair, l'Algérie est un bijou. Et ce qui frappe dans ce bijou extraordinaire, c'est qu'il a besoin d'être poli, tout simplement. Et pour le polir, il faut lui donner des instruments juridiques pour cela, un code d'investissement adapté. Ce qui frappe quand vous faites à Alger, c'est le manque d'investisseurs étrangers. Il n'y en a pas. Donc vous pouvez vous faire avec le privé. Quand vous faites le privé et que personne n'a investi avec lui et que le système bancaire n'est pas suffisamment important pour financer l'économie, bonne chance. C'est un beau pays, c'est un magnifique pays qui a besoin juste de changer quelques petites règles et tout ira bien. Merci. Dans l'actualité également, au Bénin, le marché des voitures d'occasion importées d'Europe ou des États-Unis est en grande difficulté. La filière a chuté de 70%. En cause, la dévaluation du Naira, la monnaie du Nigeria, principal client du Bénin. Le président nigérian Muhammadu Buhari a d'ailleurs interdit l'importation des véhicules d'occasion par la route. Corinne Kandem. L'année 2016 a été particulièrement difficile pour le marché de l'automobile d'occasion au Bénin. La filière, qui représente l'une des principales sources de recettes fiscales et d'emplois, a été très affectée par la dévaluation du Naira, la monnaie du Nigeria, son principal client. Le pays a enregistré une baisse de 70% des recettes provenant de la vente des voitures d'occasion importées d'Europe ou des États-Unis. En plus des répercussions négatives de la dévaluation du Naira, la filière fait face aujourd'hui à un avenir incertain. En effet, le président nigérian Muhammadu Buhari a interdit l'importation des véhicules neufs ou d'occasion par la route. La mesure devait entrer en vigueur ce 2 janvier 2017, mais suite à la pression des députés, elle a été momentanément suspendue. La situation qui prévaut aujourd'hui au Nigeria, c'est ça qui se déteint sur les activités au niveau du Bénin. Donc, tant que la situation de l'autre côté ne va pas s'améliorer, sans être un oiseau de mauvais augure, je dirais que le bout du tunnel n'est pas pour tout de suite. Je pense que 2016 doit être considéré comme une année de récession. Le budget du gouvernement béninois est largement alimenté par les recettes fiscales issues de l'exportation de véhicules d'occasion, notamment vers le Nigeria. Cependant, le Nigeria souhaite soutenir ses ports et relancer sa production automobile, ce qui implique que l'interdiction annoncée par le président Muhammadu Buhari puisse entrer en application. Le stock étant invendu, il n'y a pas de nouvelles importations. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, les navires même se raréfient. C'est clair que ceux qui rentrent, tous les employés, sont sans emploi aujourd'hui. Donc c'est une situation qui a des répercussions sociales énormes. Puisque je sais qu'il y a plus de 200 Libanais qui sont déjà rentrés. Et lorsqu'on sait qu'un Libanais a avec lui au moins 2-3 personnes en moyenne, on peut dire que plus de 600 Béninois de ce fait-là ont perdu leur emploi et sont dans des situations précaires. Je peux vous dire qu'on a connu une baisse dans l'ordre de 60% sur le trafic.
Les douanes du Bénin ont déjà perdu 30% de leur activité en 2016. Si des voix s'élèvent pour sauver le secteur de la réexportation de véhicules avant l'application de la décision, il n'en demeure pas moins que le véritable problème de l'économie béninoise est sa forte dépendance aux mesures prises par son voisin, le Nigeria. Hamid Bouchiki, que vous inspirent ces difficultés du marché des voitures d'occasion au Bénin? Je vais faire une réponse paradoxale. Je comprends que ce soit un problème pour les Béninois et pour un certain nombre d'opérateurs économiques béninois qui dépendent ou dont les revenus dépendent de cette filière, mais je ne peux pas non plus considérer que me satisfaire d'un continent africain qui devient un débouché de voitures d'occasion qui ont eu une première vie en Europe ou ailleurs. C'est un problème parce que c'est pas les véhicules les plus récents, c'est pas les véhicules les moins polluants et ainsi de suite. Alors je n'ai pas les chiffres et la situation de cette filière au Bénin et au Nigeria, mais il y a quand même eu une expérience marocaine intéressante sur ce type de marché. À un moment donné, il y avait beaucoup d'importations de véhicules d'occasion au Maroc. Et la décision a été prise par le gouvernement de taxer très lourdement l'importation de véhicules d'occasion. Mais dans le même mouvement, il y a eu un travail sur le développement d'une filière automobile endogène. Et on a pu proposer, grâce à l'installation de Dacia, de Renault au Maroc, les Marocains aujourd'hui ont la possibilité d'accéder à un véhicule à un prix très raisonnable. Et l'idée d'importer un véhicule est devenue moins attractive. C'est-à-dire qu'on a agi finalement avec les leviers classiques des incitations plutôt que par une interdiction pure et simple. Il y a peut-être pour nos amis béninois, il y a peut-être quelque chose à faire. S'il y a véritablement un énorme marché au Nigeria pour l'automobile, il y a peut-être des choses à faire au Bénin pour l'approvisionner en voitures plutôt neuves et pas de voitures d'occasion. Gémal, est-ce que c'est un problème, cette arrivée massive de voitures d'occasion sur le continent africain? Pas seulement des voitures d'occasion d'ailleurs, beaucoup de produits importés d'occasion qui arrivent sur le continent. S'il y a des produits qui arrivent d'occasion, c'est qu'il y a un marché pour cela, c'est qu'il y a un besoin. Et s'il y a un besoin, c'est parce qu'il y a un problème. Le problème, c'est que vous n'avez pas un système bancaire qui est capable de financer l'économie. Quand bien même vous mettrez une usine de Dacia au Bénin, à ce moment-là, les Béninois ne vont pas importer des voitures françaises pour fabriquer au Maroc, mais ils vont les construire directement chez eux. Et à ce moment-là, ils accéderaient eux-mêmes à un truc tout neuf, mais ils n'en ont pas les moyens parce que le système bancaire n'est pas développé. La situation, de mon point de vue, n'est pas du Bénin. Elle est d'abord à trouver au Nigeria. Le Nigeria est la première économie africaine. Elle est de ce point de vue-là légitime pour vendre des voitures, y compris aux Marocains. En revanche, elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas, non pas qu'elle n'en a pas. Elle a produit aussi de la manufacture locale, y compris de voitures. Le Nigeria a décidé de protéger son marché, ce qu'on peut comprendre. Ce n'est pas un gros mot, ni grave, ni dramatique, de protéger son marché. En revanche, elle paye le prix de la CEDEAO. C'est-à-dire que le Bénin est membre de la CEDEAO et le Bénin est capable d'importer ailleurs selon ses propres règles et d'exporter vers le Nigeria à côté. C'est toute la difficulté. Le Bénin, c'est 8 millions d'habitants. Le Nigeria, c'est 170, 180, 200 millions d'habitants. Et donc, le marché du Nigeria est un marché particulièrement intéressant et il attire tout le monde. Alors, évidemment, la question qui se posera de plus en plus, de mon point de vue, c'est que le Nigeria va sans doute être le grand hub du commerce sur le continent africain et il va sans doute, je pense, à mon avis, inverser le mouvement. Et je pense, moi, que c'est plutôt les Béninois qui vont venir dans quelques années. Mais est-ce que ça signifie aussi que l'économie béninoise, dans ce cas-là, elle est trop dépendante de l'économie nigériane? Mais c'est évident, il n'y a aucun secret là-dessus. C'est un pays qui est un pays agricole, qui n'a pas de grande richesse, mais dont les enfants sont particulièrement travailleurs. Si on pouvait d'ailleurs exporter un peu plus de la créativité et du travail des Béninois, on y gagnerait. Mais c'est un pays qui n'est pas très riche et donc la proximité. Cotonou-Lagos, c'est 70 km. Donc vous êtes à côté. Et donc la proximité et la dépendance d'un pays comme le Nigeria, qui est un géant économique, est évidente. Et donc le Bénin ne peut bien entendu pas se passer du marché nigérien qui est, j'ai envie de dire, vital. Totalement vital. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le deuxième volet de cette semaine consacrée au Maroc. Ahmed Bargaoui, merci d'avoir été avec nous. Merci bien. Hamid Bouchiki, merci d'avoir été là. Merci. Et Gémal, merci également.
Merci Fanny et bonsoir à ceux qui nous regardent. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.